Yes! Bienvenue au Chum Podcast, épisode le plus important de l'année, soit le Mock Draft 2024. Lucas, salut! Salut mon Ali, grosse soirée en perspective, comment tu files? Ça va bien, excité un peu, enfin une nouvelle QV. On est à combien de jours là? On est à 8 jours. On est aujourd'hui le 20 juin, première ronde qui aura lieu vendredi le 28 juin à Las Vegas, baby. À la nouvelle sphère de Las Vegas, ça va être très intéressant. Gros programme. Yes, je n'y serai pas cette année. Non! Non, malheureusement, Vegas, non, c'est pas fait pour moi. Déception parmi les partisans. Mm-hmm. Vegas, c'est pas fait pour toi. Bon. Non, exact. Donc, gros programme aujourd'hui, draft 2024, un draft qui est tellement différent de l'année passée. On l'avait couvert un peu l'année passée, on en avait parlé. C'était un draft que, parmi les 10 premiers choix, on savait même pas s'il allait avoir un défenseur finalement. Il y en a eu plusieurs. Merci à Kent Hughes. David. En passant. Ryan Backer. Et, mais de toute manière, même les Coyotes avaient pris Simachev contre toute attente aussi. Cette année, totalement différent. C'est un draft qui, mis à part le premier choix, est dominé par les défenseurs. On devrait s'attendre à avoir entre 3 et 5 défenseurs sortir dans le top 10, qui est du jamais vu depuis les vieilles années 1900 environ. C'est un très gros draft de def. Il va en avoir pour tous les goûts. Il y a des gros defs, des petits defs, des defs rapides, des defs lents, des defs qui jonglent, des defs qui shotent. Fait que ça va être super intéressant. Une chose est sûre, le consensus du choix numéro 1 est, je crois, accepté par tout le monde. Ce sera nul autre que, on va en parler, mais McLean Celebrini, c'est une surprise pour personne. Même Mike Grier, directeur général des Sharks de San Jose, malencontreusement dit qu'il allait repêcher McLean Celebrini. Ouais, donc c'est vraiment plus une... Ouais, je pense pas que c'est une surprise. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui de sa trempe. Ça fait... Écoute, je me rappelle l'année passée quand on faisait le mock draft, on hésitait entre Yzerman et Celebrini. C'était les deux gros noms. Cette année, il y a tellement de joueurs qui ont step up. Celebrini, pas step up du tout, mais pas Celebrini, excusez Yzerman. Mais Celebrini a continué sa lancée, c'est sans aucun doute. Contrairement à l'année passée où c'était pas facile, mais entre guillemets, le top 4 était quand même bien dessiné, même si l'ordre du 2-3 changeait. C'était toujours Bédard, Fenty, Carson et Will Smith à San Jose. Bon, finalement, il y a eu une grosse surprise quand les Ducks ont choisi Carson au lieu de Fenty. Mais cette année, tout à fait l'inverse. Après le choix numéro 1, vous allez voir, honnêtement, on en a regardé plusieurs des mock drafts. Il n'y en a pas un qui est pareil. Pas un que ce soit The Athletic, NHL, TSN, RDS, ESPN, House of Highlights, whatever. Il n'y a pas un mock draft qui est identique. Fait que c'est ça qui est intéressant cette année. Je pense que c'est ça la grosse différence. Comme tu dis, l'an passé, un top 3 établi. On savait juste pas l'ordre exact. Ouais. Mais cette année, à part un Celebrini, ça peut aller dans, sérieusement, tous les sens. Puis, tu sais, le vieux cliché, on repêche le meilleur joueur ou repêcher selon tes besoins. Je pense que cette année, ça va être vraiment la pierre angulaire de chacune des équipes quand ils vont hésiter entre un défenseur ou bien un attaquant, parce que il n'y a rien qui fait l'unanimité à part Celebrini numéro 1. Exactement. Puis ce qui est différent aussi, ce qui est spécial cette année, je trouve, c'est qu'il y a plein d'équipes qui n'ont pas un besoin particulier. Ouais. Il y a beaucoup d'équipes qui, comme tu dis, vont prendre le meilleur joueur dispo parce que c'est pas il leur manque un centre de premier plan. Il y a des équipes, les Ducks, ça fait longtemps qu'ils tankent, là. Ils ont des joueurs disponibles à plusieurs positions. Donc, ça va être intéressant de voir quel joueur ils vont choisir. Ça ne sera pas en fonction de ce qui leur manque dans l'alignement ou quoi que ce soit, même si ça va être drivé par ça, mais ça va vraiment y aller, comme tu dis, avec le meilleur joueur dispo. Yes. On part ça, on l'a dit. Avant qu'on parte ça, mini parenthèse. Parenthèse pause. Autre chose importante que je trouve dans le draft de cette année, c'est que habituellement, c'est le fun. On analyse quand on fait nos mock drafts, mettons les tendances de chaque équipe. Mais là, il y a beaucoup de jeunes directeurs généraux dans les 5 premières équipes. T'sais, il y a Columbus Don Waddell va être à son premier repêchage. Fait qu'on peut pas se dire, OK, l'ancien directeur général, c'est quoi ses tendances? Parce qu'il n'est plus dans l'organisation. Mike Grier, seulement 2e repêchage avec l'équipe. Kent Hughes, que Canadien repêche numéro 5, ça fait pas de nombreuses années également. Donc, enfin, 109 de renouveau. Chicago. Davidson. Également, ça fait pas énormément longtemps. Donc, à suivre, mais très intéressant. Ça. on l'a dit, c'est pas une surprise. Je pense je viens de dire la même phrase exacte que l'année passée qu'on a parlé de Connor Bedard, mais
McLean Celebrini qui, non seulement parce que c'est le meilleur joueur disponible, il y a plusieurs indices qui indiquent que les Sharks vont le repêcher. Oli, tu l'as dit. McGrady s'est échappé. En plus, ça va être un facteur pas décisif, mais je pense que c'est une belle anecdote aussi. Le père de Celebrini qui travaille pour Golden State Warriors, l'équipe de la NBA, qui est tout près de San Jose. Là. Eux sont à Bay Area, qui est tout près. Ils jouent un pied à terre là-bas. La famille se rapproche. Bref, quelques mots pour Celebrini. Celebrini, joueur très différent de Bédard. Joueur qui va être autant dominant selon moi. Ça vient pas de mon cru, mais j'ai entendu dans un autre podcast quelqu'un qui a dit si tu demandais à l'intelligence artificielle de construire un joueur de hockey, ça serait probablement McLean Celebrini. Il est bon dans toutes les facettes. Est-ce que je pense qu'il va être autant offensif qu'un Connor Bedard? Non. C'est de qui qu'on disait ça l'année passée qui était bon dans tout mais excellent dans rien? C'était Ryan Baker. C'était Ryan Baker. Ah, c'était exactement Ryan Baker. Ça me faisait chier. Ouais. Mais c'est parce que Ryan Baker, on trouvait... Ouais, il avait juste rien de bon. Il était chill dans tout, on trouvait. Ouais. Mais là, Celebrini, il a le potentiel d'être excellent dans tout. Exact. Two-way forward à un si jeune âge, pour vrai, c'est assez intéressant. Puis rare. Et parlant de jeune âge, c'est le plus jeune joueur à gagner le trophée Robbie Baker, remis au meilleur joueur de la NCAA. Donc, pour vrai, McLean Celebrini. Simon Snack-Bovert, tu connais? Lui, il classe Celebrini devant Connor Bedard. Donc, on a vu Bedard cette année, qu'est-ce qu'il a fait. C'est pas sans dire. Et c'est hot take en esti. C'est hot take, c'est sûr. Mais ça, je pense qu'il y a aucune chance. Je pense... Celebrini va être genre un des très bons joueurs dans la Ligue nationale, le potentiel d'être top 10, puis il va être un joueur de franchise. Mais Bedard, dans ma tête, c'est générationnel. Ouais. C'est parce que Bedard, il est électrisant offensivement. Mais Celebrini, quand même, il est insane dans tout, mais tu vas pas genre dire si qu'il y a une shot débile, malgré le fait que c'est peut-être la meilleure shot du draft. Tu vas pas limite. Après. Tu sais, ces comparaisons, je suis pas un fan de comparaison, là, je le dis souvent peut-être ce soir, mais c'est un Jonathan Toews. Ouais. Fait que tu sais, on a vu Jonathan Toews, sa carrière qu'il a eu, excellente carrière. Mais quand tu regardes Jonathan Toews, tu dis pas Chris Jonathan Toews il a une shot ou Chris Jonathan Toews, mais défensivement il est insane, offensivement il est insane. Ouais. Ben si, mettons Bédard, on le compare à Patrick Kane qui est électrisant, qui est offensif, tu prends qui entre les deux? Moi je prends Patrick Kane. Moi je prends Patrick Kane parce que c'est ça. Ouais. Selon l'amateur de hockey qu'on est, on aime mieux voir Patrick Kane. Mais t'es un coach. Mais t'es un coach. Celebrini, moi je pense que Celebrini, il y a une graine de capitaine. Dans 3 ans, il est capitaine. Est-ce que Bédard, je pense qu'il va être un leader incontesté niveau capitaine tout de suite à un jeune âge? Je pense que c'est juste ça qui fait une petite différence. À un jeune âge. Numéro 2. Yes. Parce que, est-ce qu'on pourrait en parler longtemps? On pourrait en parler longtemps. Donc, numéro 2. Ok, ouais, en passant, on va juste expliquer le pêchage. Vous allez voir. Si vous voyez à l'écran, si vous écoutez, sinon on va vous le dire. Dans le fond, l'épisode ce soir, ce qu'on va parler, c'est un mock draft, on l'a dit. On va y aller avec nos choix, un à la suite de l'autre. On va commencer avec l'équipe. Puis après, il y a le choix. Bon choix, il y a le choix Ali. Vous allez voir, pour vrai, on s'est zéro consulté. Genre, c'est pas un cliché, on s'est vraiment pas consulté. On n'a pas utilisé les mêmes sources d'informations probablement. Ali, c'est un gars de YouTube. Moi, je suis un gars de journal de The Athletic. Tu lis, mon gars. Ouais, je lis en char quand j'ai le temps. Et en plus, on était un vieux couple qui s'est pas parlé dans les 2 dernières semaines parce qu'on voulait pas genre se donner. On voulait pas se donner aucun indice, on n'a même pas parlé de ça. Puis c'est vraiment un hasard, mais bref, il y a plusieurs picks qu'on a qui sont identiques ou qu'on a juste switché. Donc, on va expliquer nos picks, expliquer pourquoi on pense que c'est le meilleur fit dans l'équipe. On n'est pas en train de dire que ce joueur-là va finir là ou que c'est le meilleur joueur, mais on pense que selon nous, c'est un bon choix pour l'organisation qui repêche à ce rang-là. Ouais. Pour ceux qui étaient là l'année passée, on le répète, mais c'est pas notre liste. On pense pas que ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. dans 5-6 ans. Mais on pense que c'est de cette manière-là que le draft va se dérouler. Donc, pour ceux qui sont en audio, numéro 1, San Jose, McLean Celebrini, moi et Luc, on avait le même choix évidemment. Numéro 2, encore une fois, même choix du côté de moi et Luc. À Chicago, repêcherait Artyom Levchunov. Je sais pas si mon russe fait défaut ou non. Mais bon. Levchunov, je sais pas ce que tu en penses. Moi,
j'ai hésité longtemps entre Demidov puis Levchunov à Ouais, Chicago. ouais. Demidov puis Connor Bedard ensemble, ça serait complètement débile. Ça serait Patrick Kane puis Jonathan Taves. Exactement, ouais. On revient là-dessus, ça serait exactement ce duo-là. Mais en même temps, je pense que à part un Kevin Korchinski dans l'organisation, si tu veux bâtir ton équipe de la bonne façon, tu dois de repêcher un Artem Levchunov que là, il tombe sur un plateau d'argent. Levchunov, qui est un Biélorusse Ouais. et non un Russe. Moi, le seul bémol que j'ai avec ce gars-là, parce que c'est un défenseur qui est très offensif, il jouait pour Michigan State, pour ceux qui ne le savaient pas, je trouve juste qu'il joigne trop le rush. Tu sais, c'est le fun, Ouais. un défenseur qui appuie l'attaque. Tu sais, Piqué Souban, vous le savez, souvent il appuie l'attaque. Mais là, Artem Levchunov, je pense que c'est un peu par immaturité ou bien juste parce qu'il est trop fort, entre Parce guillemets, qu'il pour la brûle- ligue. Ouais, moi, je pense que c'est ça qui brûle la ligue, Ouais. en fait. Là. Fait que c'est ça que j'ai hâte de voir, mettons, à un autre niveau. Si je l'ai mis deuxième, c'est parce que je suis persuadé qu'il va être excellent défenseur. Je t'ai même texté que Levchunov, je l'adorais. Mais ça me titille un peu que le fait qu'il Mais je pense il appuie peut-être trop l'attaque présentement. Oui, je suis d'accord avec toi qu'il est offensif, il appuie l'attaque, mais dans tous les défenseurs, ça reste que, selon moi, c'est celui qui est le plus NHL ready, sans aucun doute. Lui aussi qui était Hobie Baker nominé, c'est Severny qui a gagné, mais c'était seulement sa deuxième saison en Amérique du Nord, il a juste 2 ans. Il jouait dans une ligue de Biélorussie des moins de 18 ans, donc il a fait une progression qui est assez impressionnante. Tout ce qui est ressorti du Combine, qui vient de se dérouler, on n'a pas beaucoup de commentaires du Combine, là, malheureusement, mais tout ce qui s'est décrit, tout ce qui s'est passé au Combine, un des highlights, c'était Artem Levchunov, à quel point il était drôle, à quel point il était charismatique avec les reporters, à quel point il répondait bien aux questions des équipes. Tout le monde parlait de j'ai juste le mot en anglais, là, son dévouement pour le sport, son désir de vraiment vouloir s'améliorer en tant que joueur de hockey. Fait que je pense que ça va être intéressant. Au niveau des. Ouais, ce que tu disais, c'est sûr. Il join le rush, mais ce que je disais aussi, c'est que tout ce qui est. Quand il join le rush, puis il fait, mettons, des passes latérales qui sont intéressantes, il crée des ouvertures de jeu qui sont différentes d'une entrée de zone peut-être plus traditionnelle de dump and chase. Mais je suis d'accord qu'il a tendance à aller rapidement. Ouais. Puis j'ai pas sa grandeur devant les yeux, là, malheureusement. C'est 209 livres. Mais C'est un bon petit gars. Mais quand tu le regardes jouer, puis là on va parler un peu plus tard d'un gars comme Silayev qui est CC7, mais Levchunov il joue comme un gars qui juste quand tu le regardes jouer, tu penses qu'il est CC5, CC4, parce qu'il joue gros, sans nécessairement être physique, mais il est juste imposant sur la patinoire, il est sérieusement de toutes les attaques, de toutes les défenses. Si on le met là, c'est pas pour rien. Artem Levchunov, je pense que ça va être excellent pour le power play des Blackhawks. Puis en plus, c'est un défenseur droitier qui se font de plus en plus rare aussi. Là. Ouais, vraiment. Surtout dans le début d'un repêchage. Numéro 3, les Ducks d'Anaheim. Parlons justement de ce... Encore une fois, moi et on a le même choix. Anton Silayev, le colosse du draft. En fait, du top 16 du moins, à 6'7" et 211 livres. Ok, là, il faut qu'on en parle. C'est, sans joke, le joueur qui peut changer tout le draft selon nous. C'est soit, en tout cas, moi, personnellement, c'est soit que je le mettais 3, soit que je le mettais, je pense, entre 10 et 12. Ouais, exact. C'est peut-être que j'ai trop pensé, vraiment, vous allez comprendre plus tard, mais peut-être que j'ai trop pensé avec mon cœur et pas assez avec ma tête parce que j'ai espoir qu'il ne repêche pas Ivan Demidov parce que je veux qu'il tombe un peu plus loin, sans faire de spoiler. Mais ça reste tout un joueur de hockey. Ce qu'on voit malheureusement du joueur qui vient en ce moment de la KHL, c'est qu'il est peut-être pas prêt pour la NHL du tout. Ouais. On le compare parfois à Edman, mais ce qu'on remarquait souvent dans les games, c'est que oui, il pinch énormément parce qu'il y a un reach de fou à 6 et 7, mais il pinch trop souvent. Il crée énormément de revirements avec ça cette année. Puis, le point dominant que je voyais vraiment dans toutes les analyses, c'est que il handle pas la pression très bien dans le fond. Il a tendance à crouler sous la pression dans les gros jeux, quoi que ce soit en fin de game, créer des revirements. Donc, Oli va le défendre. Ouais. Parce que moi, si je pensais avec ma tête, je l'aurais pas mis 3e. Ouais. Mais
sans se répéter, dans une liste, je l'aurais pas mis troisième sur la Yev. Je pense pas que si on regarde le draft dans 5-10 ans, ça va être le numéro 3 du draft. Mais il y a certains trucs frappants quand même du côté de Silayev. Numéro 1, sa fête, c'est en avril. Fait que veut pas, ça veut quand même dire qu'il a joué toute la saison à 17 ans dans la KHL. Pour mettre en contexte, ceux qui connaissent un peu moins la KHL, c'est cette ligue-là, mais vraiment peu en valeur les jeunes joueurs. Surtout les jeunes joueurs qui veulent aller dans la NHL. Puis Silayev lui a dit que son but c'était de jouer dans la NHL un jour. Donc, mini parenthèse, là, il a joué 60 games dans le KHL cette année. Puis pour vous mettre une comparaison, Simachev, l'année passée, en avait joué juste 18. Orlov, par le passé, 15. Et Zaitsev, 40. Donc, pour un gars à sa première année d'éligibilité qui joue dans la KHL, jouer 60 games, ça veut dire pratiquement toutes les games. Ça, c'est un fait qui est très très rare. Et quand même 3 buts, on se passe en 63. Ouais, il y a comme, tu sais, offensivement, ça sera jamais un gars qui va être offensif, mais c'est un excellent patineur. Ouais. Pour un gars de CC7, c'est un excellent patineur. Bien plate à dire, mais meilleur patineur que nous autres. Puis on est pas mal plus petit que lui. Ça, c'est sûr. Mais les Ducks, ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, on l'a dit, c'est un draft qui est dominé par les défenseurs, surtout si tu ne repêches pas premier comme San Jose. Ouais. Il y avait des joueurs de centre qui étaient intéressants plus tard, mais tu regardes les Ducks qui ont besoin techniquement, joueurs de centre, Zegras, McTavish, Leo Carson, puis Color Gauthier qui viennent d'aller chercher. Ouais, exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu as 100% raison. Ce pic-là, je suis allé juste avec le besoin de la formation. Même s'ils ont des Olin Zellweger, Mintieff, Luno, Lacombe. Ils sont déjà pleins à gauche aussi. Ils n'ont pas de besoin en tant que tel, mais je pense c'est ça que... qu'on l'a dit. C'est ça qu'on disait. C'est des équipes qui... Les Ducks, les Blackhawks, ça fait longtemps qu'ils tankent. Puis leurs 3 gros joueurs de centre sont pas... C'est des sure shots. Là. Tandis que un Luno, un Lacombe, ça va-tu percer l'alignement un jour? Je crois que oui, mais c'est quand même pas un Anton Silayev. Ou un Jamie Drysdale, mettons, qui aurait été probablement un sure shot avant qu'il l'échange. Là, tu sais, en repêchant Silayev, c'est quand même fou quand tu y penses. Tu as échangé Drysdale pour aller chercher un Cote Gauthier, qui était une perle rare maintenant, ce gabarit-là, puis cette vitesse-là, puis cette intelligence-là dans la LNH. Puis en plus, avec ton choix, tu réussis à aller te pogner un défenseur défensif excellent qui peut prendre la place d'un Drysdale. Parce qu'en plus, les Ducks ont produit des défenseurs qui sont tellement impressionnants dans les dernières années. Là. On pense à Hampus Lindholm, qui a maturé là, Cam Fowler, Sami Vatanen, qui est moins payé, Josh Manson, mais plus récemment, Shea Theodore et Marcus Pettersson. Il y avait tellement de def, mon gars, pendant une année. Ils ont tous chipé ça. Hey, Shea Theodore. Champion de la Coupe Stanley, qui était sur le prix impérial. Ouais. Ça pour pas qu'il se fasse prendre. Je sais même pas c'est qui protégeait cette année-là. Il donnait chez Theodore, genre pour pas qu'il prenne Manson. Je pense en faire de même. Manson, ils l'ont. En tout cas, on en reparlera. Bref. Puis dernier petit point que je voulais dire sur les Ducks d'Anaheim, c'est que Pat Verbeek, nouveau directeur général, tantôt je parlais de nouveau directeur général. L'année passée, il était à son premier draft à Nashville. C'est là qu'il avait surpris beaucoup d'analystes en prenant Leo Carlson, qui est après un an, je pense, un excellent choix. Il a pris aucun joueur en bas de 6 pieds. Aucun. Ouais. Puis il a dit lui-même que lui, il aime ça les joueurs physiques, il aime ça les joueurs de gabarit, il aime ça les joueurs qui sont imposants sur la patinoire. Donc là, tu as un gars massif de 6 et 7 qui tombe sur un plateau d'argent. Pour l'organisation, je pense que Anton Silayev sera le choix des Ducks d'Anaheim. Ouais. Parce qu'il est 6 et 7, mais il bouge comme un gars de 6 et 2. La seule affaire, en terminant ces Ducks, tu sais, quand tu as un gars comme autant imposant que ça, je pense que la ligne est mince parce que c'est un work in progress, un Anton Silayev. Ouais. La ligne est mince entre il va devenir un Chara ou il va devenir un Zadorov. Tu sais, sans faire de comparaison, c'est Non, c'est sûr. C'est un gars qui était méconnu avant cette année dans le KHL. Fait que le monde n'a quand même pas énormément d'écoute sur un Silayev. Donc, va-tu devenir un Zadorov? Va-tu devenir un Eric Chernak? Va-tu devenir un Chara? Mais si on pense à NBA, Kristaps Porzingis, il a pris du temps, mais il vient de gagner son chip. King comparaison. Number 4. Ça part! Enfin! Blue Jackets de Columbus. Pour ceux qui sont en audio, enfin, moi et Lucas, on n'a pas le même joueur. Donc, pour ma part, j'y vais avec un certain
Ivan Demidov et Lucas, il va avec Caden Lindstrom. Yep. 2 très bons choix à ce rang-là, sans y aller de spoiler. Le rang suivant, numéro 5 à Montréal. Ça se peut que ce soit des joueurs que vous retrouvez également. Donc, du côté de Demidov, je vais commencer. Quoi dire de plus que je l'adore. Je l'ai mis à Columbus juste parce que, oui, tantôt, je parlais que Jarmo Kekalainen n'est plus dans l'organisation puis c'est rendu Don Waddell. Mais en général, l'organisation de Columbus aime ça y aller avec des joueurs de skills. Et il y a plusieurs joueurs russes dans l'alignement quand on pense à Voronkov, à Marchenko, etc. Donc, Ivan Demidov, quand tu penses à un joueur intelligent, là, un joueur avec un IQ de débile, Ivan Demidov, j'ai rarement vu un IQ hockey offensivement. La zone défensive, on va en parler un peu plus tard. Mais offensivement, tu check une game de Demidov, tu penses qu'il va faire la passe bien simple à droite, puis il va y aller une passe arrière au def gauche, que lui va shotter, Demidov va aller devant la dévier. Bref, il t'épate tout le temps par son sens de hockey, que même toi, comme que tu l'as à TV en grand plan, t'as pas vu cette possibilité de passe-là, puis lui, il l'a vu, même si c'est une passe arrière, comme tu dis. Ouais, bref. Ça va être tout un joueur de hockey. On en reparlera au prochain rang. Il y a plusieurs différences. Certains pensent peut-être à la situation de Michkov l'année passée. Très différent. Pour ma part, j'y suis allé avec Caden Lidstrom. Ceux qui étaient là, encore une fois, l'année passée, se rappelleront que pour certains joueurs, j'avais utilisé une technique qui a fonctionné, qui les équipes ont invité à aller souper. Je ne l'ai pas dit avec Lev Shunov, mais les Blackhawks l'ont invité à aller souper. Petit indice. Mais sans joke, la raison pourquoi j'ai mis Lidstrom avec Columbus, Oli t'en as parlé de tous les Russes qu'ils ont en ce moment. Je pense qu'il t'es nommé, là. T'as nommé. Ouais, c'est ça. Marchenko, Voronkov, Shinakov, Kuhlman, Svolis. Il y en a énormément. Je pense que ce qu'ils vont aller chercher de remplacer, c'est un ailier qui est quand même imposant aussi, ou en fait un attaquant qui est assez imposant. Ils l'ont parlé dans les derniers temps. Patrick Laine est sur sa fin avec les... Il commence pas la saison là-bas. Non, il commence pas la saison là-bas. Ça va être intéressant à suivre. Je pense que Lidstrom peut être un joueur qui va être là. Il a rencontré l'équipe à plusieurs reprises. Oui, il est allé super avec eux. Il est allé dîner avec eux. Don Waddell l'a dit. Trevor Timmins, qui est à Columbus, on le sait qu'ils aiment les joueurs de la trempe de Caden Lindstrom, qui ont un petit quelque chose, qui sont excitants dans la dernière année du repêchage, puis qui ont grimpé les échelons à la dernière, au dernier moment. Donc je pense que ça peut être un bon fit. Ils ont besoin d'ailiers. Au centre, ils ont déjà Fenty, Sillinger et Ken Johnson aussi. Mais il peut bien remplir son rôle. J'avais pas ton choix. C'est sûr que Ivan Demidov, ça ressemble peut-être plus aux dernière sélection de première ronde de Columbus, mettons si on pense rapidement comme ça à un Ken Johnson, et on voit que Ken Johnson présentement ça marche pas plus que ça, encore c'est un petit joueur avec des skills. Est-ce qu'ils vont y aller de ce côté-là? Je pense pour vrai à 50-50 qu'ils vont peut-être y aller plus avec un Caden Lindstrom. C'est juste que c'est Ivan Demidov. Je pense juste qu'il c'est ça. C'est rendu à un point, mais on disait ça sur Michkov l'année passée aussi. Ouais. Mais par contre, fait très important à dire, là, Michkov, la raison pourquoi il a droppé, c'est parce qu'il y avait un je m'en foutisme incroyable. Ouais. Puis il y avait plusieurs rumeurs comme quoi que dans la chambre ou sur le banc, c'était un gars qui était égocentrique, qui parlait pas à ses coéquipiers, puis c'était pour leur parler, c'est qu'ils envoyaient chier. Ivan Demidov, il n'y a aucun concern par rapport à ça, puis il n'y a pas le je m'en foutisme sur la patinoire. Est-ce que c'est un Jonathan Toews dans sa zone? Non. Est-ce qu'il est super impliqué dans sa zone? Non, c'est pas ce que je dis. Mais il est quand même pas à ligne bleue adverse à attendre la puck. Non. Puis il y a plusieurs différences avec Michkov. La première, Michkov avait donné des équipes qui voulaient pas aller. Il voulait pas aller à San Jose. Il voulait pas aller en Arizona. Demidov n'a rien dit de ça. Michkov, son contrat, on savait pas trop ce qui se passait. On n'embarquait pas dans la politique. On savait pas ce qui s'était passé avec son père non plus, le gars. Mais Demidov l'a dit que lui, à la fin de son contrat, en 2025-2026, qui est l'année prochaine, il veut venir dans la Ligue nationale.
On peut en parler aussi tout de suite, Demidov. Je pense que il y a des équipes, soit qui essaient de le baisser pour peut-être le repêcher un peu plus tard. Il y a quand même des trucs importants à suivre. En ce moment, Demidov casse toute la ligue, mais il joue dans la ligue junior, entre guillemets, de la KHL. Donc, il n'est pas rentré, lui, il est pour le club école de Saint-Pétersbourg. Il n'est pas rentré avec eux. Pourquoi? On ne sait pas. Probablement parce qu'il a cassé le contrat, mais c'est pas parce qu'il n'était pas assez bon. Le premier centre à Saint-Pétersbourg en ce moment, Alex Galchenyuk. Ah ouais. Donc, c'est pas parce qu'il y avait un manque de talent ou quoi que ce soit. Je pense que c'est plus une raison politique pourquoi il jouait là-bas. Mais tu dis, il joue 7 années dans le club école. L'année prochaine, dans le club école aussi, ça va-tu ralentir son développement? C'est quoi le guest qu'il va avoir avec lui? Est-ce qu'après, il va avoir le droit de venir? Ça reste toujours un risque avec les Russes. Là, présentement, il y a un contrat juste d'1 an encore là-bas. Ben, il y avait cette année et l'année passée. Techniquement, il peut partir l'année prochaine. Il pourrait déjà venir. Ben, à la fin de la prochaine saison. Ce qui est pas loin, là, quand tu penses on le disait avec Michkov, quand tu repêches n'importe quel gars, tu t'attends pas à l'avoir l'année prochaine nécessairement, même si c'est l'idéal. Je pense qu'il pourrait jouer l'année prochaine dans la Ligue nationale, mais il va avoir... En fait, j'ai deux écoles à penser. Il va y avoir des équipes qui vont faire comme avec Michkov, qui vont être patients, ou des équipes qui, au contraire, voudront apprendre de leur erreur en ayant laissé passer Michkov puis repêcher rapidement le Russe électrisant du draft. Ou laisser passer, il y a plusieurs années, un certain Nikita Kucherov. Ouais. Parce qu'il était trop petit, il était pas le style Ligue nationale. Ben, aujourd'hui, Nikita Kucherov est un des 5 meilleurs joueurs offensifs de la NHL. Et Ivan Demidov est comparé son style de jeu à un Kucherov. Ouais. Par ses skills, par ses ouvertures de hanches qui sont complètement débiles. Donc, number 5, Canadien de Montréal. Choix numéro 5. Canadien de Montréal. Vous l'attendiez tous. Pour ceux qui le voient à l'écran, vous verrez bien que j'ai mis Caden Lindstrom et Luc a mis Ivan Demidov. Donc, juste un switch du numéro 4, en fait. Yep. Exactement la même chose. Puis c'est là que j'expliquais que je pense que j'ai pensé plus avec mon cœur qu'avec ma tête. J'ose espérer que Ivan Demidov va glisser jusqu'au 5e rang. En toute franchise, je pense peut-être pas que ça va arriver. J'essaie de me convaincre bien fort. Mais je crois que pour les Canadiens, ça serait un joueur qui serait parfait. Je pense pas qu'on ferait l'erreur de Michkov. Je pense qu'un ailier qui va être capable de suivre nos fameux joueurs de centre excellents, qui va pouvoir jouer sur un premier trio, qui va avoir ce punch d'attaque qu'on recherche à Montréal depuis plusieurs années, ça va être électrisant. Pour le petit gars fan de hockey, j'aimerais mieux Ivan Demidov à Montréal. Mais pour être bien honnête, un Caden Lindstrom, comme j'ai mis là, je vois difficilement comment ça pourrait être un échec. 100%. Il est perçu comme le meilleur power forward. Je pense qu'un power forward du côté gauche à Montréal serait de mise. Comparatif, c'est le choix du Canadien, donc on va se permettre de mettre un comparable. JT Miller. Moi, j'aime ça, les comparables. Est-ce qu'il va devenir un JT Miller? Est-ce qu'il va être autant offensif que JT Miller dans les 3 dernières saisons? Je pense pas. Mais ça demeure qu'un Caden Lindstrom, présentement, il y a tous les atouts, autant physiques que skills, pour devenir dans la trempe de JT Miller. Le seul affaire qui me gosse, puis tu me vois venir, c'est ses nombreuses blessures présentement. C'est pas des blessures qui sont faciles à se remettre non plus. C'est des blessures au dos. Des grosses blessures, puis là, une rumeur, je sais pas si c'est vrai, mais il n'a pas participé à toutes les épreuves du Combine parce qu'il y aurait une hernie discale. Ouais, c'est vrai. Ben, je pense que c'est vrai. Parce que j'ai vu, puis j'ai cherché, puis ça disait ça pas mal partout. Donc, une autre blessure. Donc, encore d'autres mois de convalescence pour Caden Lindstrom, lui qui a déjà manqué plusieurs matchs cette saison. Fait qu'encore une fois, autant nous que les experts, que les équipes, ils doivent comparer qu'un Caden Lindstrom qui a joué beaucoup moins de games que les autres. Ouais. Mais dans les games qu'il a joué, il a réussi à se surpasser pour avoir ce rang numéro 5-là qui est amplement mérité. Et petit fait à part, mais Caden Lindstrom attirait beaucoup l'œil d'une équipe comme Columbus Blue Jackets, j'ai vu. Donc, j'ai vu que toi, t'as mis lui. Là, mais... Moi aussi, là, je sais que les Blue Jackets sont allés dîner avec, l'ont rencontré plusieurs fois. Il a tellement performé cette année. Oui, il a joué juste 32 games, mais il y a eu 46 points, 27 buts en 32 games. C'est quasiment un but par match. Donc, je pense que c'est pas un slam dunk
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en ce moment, il jouait centre, mais il est capable de jouer à l'aile aussi. On ne sait pas dans sa carrière NHL, il va jouer où. Probablement à l'aile, même s'il joue centre présentement, parce que... Personnellement, je pense à l'aile. Ouais, parce qu'il est peut-être pas prêt à prendre autant de responsabilités défensives dans une équipe de la LNH. Mais la raison pourquoi que je le vois si bien à Montréal, fais juste imaginer, OK? Ouais. Mettons qu'on le met à gauche, moi je vois déjà une ligne, parce que Kaden Lindstrom, une affaire qui est complètement débile, c'est son puck protection. Mhm. C'est sûr, quand il fait juste mettre les balles devant le Quand défenseur, t'es CC3, 213 livres. à cet âge-là, Ouais. que tu joues contre des gars de CC9, ça l'aide. Mais, 5 et 9. ouais, 5 et 9, excusez. Mais pensez à un Lindstrom à gauche, Kirby Dack au centre, puis Slavkovski à droite. Comme à quel point que ça serait complètement débile. C'est ça l'affaire. Niveau puck protection. Lui avec Slavkovski sur une ligne, ça serait Ouais. tellement hot. Ça laisse encore une fois un trou avec Caulfield et Suzuki, mais on a encore. Ben ça, je pense que ça deviendrait quasiment ta ligne numéro 1. Mais bref. Ouais, 100%. Slavkovski va être sur un premier trio avant Cole Caulfield. Vous l'avez entendu ici en primeur, les gars. Je pense que j'ai pas d'autre chose à dire, mais on va pas prendre trop de temps, mais on aurait pu parler des petits Canadiens bien longtemps encore. Sinon, numéro 6, Utah Hockey Club. Utah Hockey Club. Sans commentaire, hein, Luc. Ouais, c'est pas À part le que le goût ressemble à une puck de zine, il n'y a pas grand chose que j'aime de cette équipe-là à date. Encore une fois, pour ceux qui sont en audio, moi et Luc, on a exactement le même joueur. On se répète sans se consulter. Troisième défenseur de ce repêchage-là. Un défenseur qui est très différent des deux derniers qu'on a parlé. Ouais. Le meilleur nom du draft? Ziv. Ziv Bouyum. Son frère qui a été repêché par les Red Wings de Détroit il y a quelques années, mais Ziv est très différent de son frère. Donc, je te laisse commencer pour. Ouais, ben oui, un bon défenseur gaucher qui vient de la Californie en ce moment, qui jouait avec Denver, qui a brisé énormément de records à Denver. Il est listé à 6 pieds. Il avait 50 points en 42 games cette année, dont 11 buts. Il a gagné la médaille d'or avec les États-Unis. Il était un facteur déterminant aussi de cette équipe-là. Moi, les comparaisons, j'aime ça. T'aimes pas trop ça, mais Quinn? dans le cas de Ziv Bouyum, il y a plusieurs comparaisons en ce moment. Quinn Hughes est celle qui revient le plus souvent. J'ai entendu Adam Fox. Tu sais, ce qui est fou, c'est que personne n'en parle tant que ça. Je trouve que Ziv Bouyum est quand même oublié, mais il a battu le nombre de points d'un Quinn Hughes dans la même équipe, dans le même programme américain. Donc, c'est quand même pas sans dire. Ben, c'est un patineur qui a un bon hockey sense. Utah qui ont... on l'a pas dit encore, les Coyotes qui ont fait des repêchages historiquement de joueurs l'année passée qui étaient, on se rappelle, tout en haut, je pense, de 6-2 ou 6-1. Bref, il allait vraiment avec la grandeur, la taille, l'imposance physique, mais le problème avec tout ça, c'est qu'à part Simachev l'année passée, qui avait repêché au 6e rang, il n'y a pas grand-chose qui leur reste de devoir aller chercher en attaque. Ils ne sont pas rendus à être contenders, mais on regarde l'attaque qu'ils ont en ce moment. C'est quand même intéressant avec Gunter, Cooley, Machelli, Josh Doan qui a joué quelques parties cette année, mais qui était vraiment tout feu, tout flamme. Ayton, puis on ne peut pas oublier Keller non plus. Donc je pense que c'est vraiment, oui, devant les buts, ils ont un problème aussi, mais c'est pas avec JJ Moser ou Chimachev qui vient d'être repêché que tu vas avoir une équipe gagnante. Je pense qu'ils ont besoin d'aller chercher un peu plus d'aide dans le corps arrière. Puis avec un draft comme celui-ci, c'est la bonne occasion. C'est mon défenseur préféré du draft. C'est vrai? Je l'adore. Ah ouais? Ziv, je l'adore. J'aurais aimé ça dire que les Coyotes de l'Arizona ont besoin d'un gars comme Ziv Bouyum pour attirer la foule. Là, je pense que au Utah, cette problématique-là ne sera pas d'actualité. Mais Ziv Bouyum, je me répète, c'est le genre de gars qui attire les foules. C'est le genre de gars... Moi, à la ligne bleue, je le trouve complètement magique. C'est bizarre parce que oui, 6 pieds, c'est pas petit, mais il est fluide comme un gars de 5 et 8, excusez. Ouais. Mais en même temps, il est imposant et il est capable de protéger sa puck quand il rentre en zone offensive comme un gars de 6 et 4. Donc c'est un défenseur qui est vraiment très fort overall. Et petit fait à noter, là, c'est le seul gars dans toute l'équipe
au championnat du monde moins de 20 ans qui n'étaient pas repêchés encore dans la LNH. Ouais. Tous les autres joueurs de cette équipe-là étaient déjà repêchés, dont un certain Lane Hudson. Yeah. Et Lane Hudson a eu 6 points dans le tournoi, tandis que Ziv Bouillum a eu 5 points, donc seulement 1 point de moins à 2 ans de moins. Je vois en Ziv Bouillum un très 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 bon défenseur à toutes les sauces qui sera vraiment apprécié du Hockey Club de Utah. Il va être comparé à un autre défenseur un peu plus tard. On va y revenir. Mais ouais, très bon choix, je pense, pour le Utah Club. Une autre affaire que je voulais dire, Yep. ce gars-là, c'est un esti de gagnant. Ouais. Il a gagné le U20 avec Team USA, il a gagné le U18 avec Team USA, puis là, il vient de gagner, comme tu l'as dit, avec Denver, Championship dans NCAA. Donc, dans la même année et demie, il a gagné tout ce qu'il avait à gagner, en plus d'être un des meilleurs défenseurs dans la NCAA. Donc, number 7. Ottawa, qui enfin vont avoir un pick dans le top 10. Écoute, l'année passée, il n'y avait aucun pick avant le 4e round. Mais What? là, tu dis, OK, ça fait longtemps qu'ils draftent, ça fait longtemps qu'ils teignent. Ça faisait 7 ans. Ben, ça fait 7 ans qu'ils n'ont pas fait les playoffs. Aucun pick l'année passée avant le 4e round. Ils ont flippé leur 2022 et leur 2023, le pick de first round pour DeBrincat, Chychrun. On sait ce que ça a donné. Oh boy. Pas grand-chose. Leur dernier first round pick, c'était en 2021, un certain Tyler Boucher. Ce que ça a donné, là, c'est le congédiement de Pierre Dorion. C'est qui est une bonne chose. Donc pour eux, la stratégie, c'est le meilleur joueur dispo, le joueur qui est le plus NHL ready à ce stade-ci, qui n'est pas déjà pris. Pas Lev Chudnov. Donc je pense que moi et Ali, au numéro 7, on a pris Sam Dickinson pour Ottawa. Sam Dickinson est décrit comme tu as dit, pratiquement NHL ready. Je pense qu'il reste soit qu'il retourne à London l'année prochaine ou soit qu'il fait le line-up à Ottawa. C'est un gars qui est mature. C'est un gars qui est très bon avec la rondelle. C'est un gars qui est capable de bouger la rondelle. C'est un gars qui est capable de monter la rondelle. Moi, le seul astérisque que je mets à Sam Dickinson, c'est derrière les hash marks, dans sa zone, il fait souvent énormément d'erreurs. Malgré le fait que quand il est en vitesse, il a une confiance en lui exceptionnelle, puis il est capable de shifter pratiquement n'importe quel joueur avec ses grandes enjambées. Mais quand il est immobile derrière les hash marks, sa première passe, il va souvent, quand il y a de la pression, je veux dire, il va souvent juste faire un lob, espérer que ça pogne un gars de London Knights qui était stacké, ou qui va juste se débarrasser de la rondelle via la bande. Puis ça me titille pour un gars qui est nous autres 7e, mais que plusieurs le mettent dans le top 5. Oui, il est encore jeune, mais est-ce que ça démontre peut-être un certain manque de... T'sais, vas-tu crouler sous la pression devant un Michael Pezzetta qui va arriver à vive allure, ou sans niaiser, mettons un Tom Wilson qui arrive à fond de train sur lui, il va-tu juste domper à puck, ou il va être capable de faire un jeu? C'est ça qui me gosse un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, je l'aime, mais il y en a un autre. Non, je pense que c'est un excellent défenseur qui est listé à 6'3", 203 livres, gaucher, qui a des bons attributs de défenseur qui va être intéressant pour certaines équipes. Ottawa ont besoin de tout, ils ont besoin d'attaquants, ils ont besoin de def, ils ont besoin de goalers. Mais Sam Dickinson, qui, je l'ai dit, la stratégie des Sénateurs, c'est d'avoir être le meilleur joueur disponible à leur niveau. Je pense que ça peut être lui présentement. Pas nécessairement plus NHL ready, mais qui va être le plus complet également. J'ai aimé beaucoup de choses de lui. Une des choses que j'ai aimé, les London Knights viennent de se rendre en finale de la Coupe Memorial. Je pense que c'est 3 jours après, 4 jours après. Bref, moins d'une semaine après, il était au Combine. Même si c'est moins qu'une semaine après. Il était au Combine à NHL. Il faisait les tests. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont pas rendus jusque-là. Donc, ça a été, je pense, une belle surprise. En fait, j'écoutais le recruteur de Nashville, qui est un Québécois, JP Claude, puis qui disait que les entrevues avec Sam Dickinson étaient vraiment intéressantes, que c'est un jeune joueur qui a confiance en lui, qui a beaucoup de potentiel, qui s'exprime bien.
qui s'exprime bien, qui était content d'être là et tout. Quand même 70 points en 68 games cette année avec les Knights. Donc, je pense que c'est le bon choix à faire. Un défenseur qui va être prêt. Puis 70 points après en avoir seulement eu, je pense, 23, 25 ou 28 là, dans ces environs-là l'année passée. Ouais. Donc, c'est quand même un bon qui est religieusement très important pour Sam Dickinson. On va pas juste le blaster, on l'aime quand même bien, notre Sam. Et la principale raison pourquoi que moi je suis allé avec un défenseur pour les Sénateurs d'Ottawa, c'est que dans leurs 28 dernières sélections, donc leurs 28 dernières, je pense que ça va jusqu'à 2019 si je me trompe pas, ou C'est ça, l'année 2018, passée, il était... il y a seulement 7 défenseurs. Tu sais, c'est complètement... Ça n'a Pas comme aucun s'il y avait sens. des là. prospects fous en plus. Là. C'est pas comme s'il y avait des prospects fous. C'est beau un Jacob Bernard-Docker. Mais je pense qu'ils ont vraiment besoin d'un jeune défenseur qui arrive pour aider cette brigade-là. Selon moi, hot take. Je vais en faire mon premier hot take de la saison. Très bien, Ali. Thomas Chabot ne va pas finir la prochaine saison à Ottawa. Chabot ou... Thomas Chabot. Capitaine Chabot. Ouais. Je pense pas qu'il va finir la prochaine saison à Ottawa. Je pense qu'ils ont besoin d'un vent de renouveau. Et un genre de Sam Dickinson pourrait grandement les aider à moyen et long terme. Certaines comparaisons, parlant des Sénateurs d'Ottawa, avec un Jake Sanderson. Ouais. Est-ce que je suis 100% d'accord? Peut-être pas, mais il y a certaines comparaisons que je peux voir. Et justement, Jake Sanderson qui joue pour Ottawa. Parlant d'Ottawa et notre prochain joueur qui est comparé à Erik Karlsson. Et mon chouchou de cette année, Ah ouais, c'est lui ton chouchou? Zane Parekh. Je te laisse commencer de voir, monsieur. Ouais, qui a joué en OHL cette année, qui a brisé énormément de records. C'est lui qui a le plus de points dans la OHL pour les défenseurs depuis 1990 par les défenseurs qui sont éligibles au draft. Oli, tu l'as dit, un joueur qui est comparé à Erik Karlsson. J'ai même entendu que c'était un Patrick Kane si Patrick Kane jouait à la défense. Pas le plus gros, il était à 6 pieds. Écoute, la saison dernière, 96 points en 66 games. Complètement épais. 1.45 points par match. 33 buts. Pour un def, c'est incroyable. C'est un des meilleurs releases Ouais. du draft. Défenseur, attaquant, pas pareil. Tout confondu. Ouais. Yes. Il y a quelques lacunes. On parle beaucoup de son comportement en zone centrale qui est des fois un peu agressif, des fois trop hâtif. Mais je pense que pour le Kraken, ça peut être un bon fit. Eux qui ont pas énormément de choix présentement comme corps arrière, ça va être intéressant à suivre. Mais je pense que c'est un joueur qui peut être choisi également dans le top 6, mais également après le 10e choix. Je peux pas être en désaccord avec ce que tu viens de dire, puisque je l'ai également numéro 8 à Seattle. Je pense en fait que Seattle, oui, Zane Parekh, selon moi, ça va être lui qui va un petit peu dropper, mais ils vont juste prendre le défenseur qui va dropper. Donc, si c'est Yves Bouillon qui drop, ils vont prendre Bouillon. Si c'est Dickinson qui drop, ils vont prendre Dickinson. Ils vont prendre celui de ce comme top 3-là sur les 5 meilleurs défenseurs, on pourrait dire, du draft. Puis si c'est un Silayev, ils vont prendre un Silayev. Tantôt, on a mis Silayev 3e, mais je tomberai aucunement de ma chaise, toi non plus, je pense, si un Silayev tombe jusqu'à 8. Puis justement, qu'un Bouillon ou un Dickinson monte jusqu'à 3. Exactement. Par contre, une affaire que j'aime pas de Parekh avant de passer au numéro 8, c'est que dans les matchs que j'ai écoutés, il pinch énormément à la ligne bleue. Ouais. Puis ça me rappelle un certain Jeff Petrie à Montréal. Puis c'est un peu tannant. Oui, le gars, il est... Tantôt je parlais de magicien à la ligne bleue en Ziv Bouillum. Zane Parekh, c'est un magicien à la ligne bleue. C'est un magicien qui est droitier aussi. C'est un magicien qui est droitier, mais c'est un magicien qui est risqué. C'est un magicien qui, parfois, son tour, il l'a à 9 fois sur 10, mais la fois sur 10 qu'il ne réussit pas à sortir le lapin de son chapeau, ben ça crée un énorme revirement. Comme Silayev aussi qu'on a parlé, qui est quand même projected très tôt. Mais Silayev, c'est pas un magicien. Non, mais c'est pas un magicien, c'est juste qu'il est 6-7 et il a un petit bâton. Sa seule magie, c'est qu'il soit 6-7. C'est ça. Non, Zane Parekh qui a énormément de... Je pense qu'il va être électrisant. Numéro 9! Number 9! C'est les Flames de Calgary qui seront à la parole devant le podium au choix numéro 9 en 2024. Et... Number 9, Buster Rhymes. Puis Calgary rhyme avec quoi? Avec Eginla.
Tej Higgins-là, oui, mesdames et messieurs, vous savez tous si vous nous écoutez, le fils de Jérôme qui est available pour le draft cette année. Écoute, il y a un an, on aurait pu parler de lui. Je pense qu'il n'aurait même pas été dans le top 30. Mais quelle saison il a connue. 47 buts, 37 passes en 64 games, excuse. Ouais. Ça n'a aucun sens la progression qu'il a eue. En grande partie grâce à, oui, son lancer qui est imprévisible, qui est très puissant, mais son éthique de travail qui a été remerciée, en fait, qui a été applaudi, je veux dire, par énormément de DG dans la ligue. Quelle progression il a connue l'année dernière? C'est mon chouchou? Non, c'est l'été. C'est mon Zach Benson de ce repêchage-là. Peut-être, il va sortir dans les mêmes rangs qu'un Zach Benson. Il me fait penser à un Zach Benson. C'est le genre de gars plus offensif que Zach Benson. Je pense que je vais le dire. Tej Higgins, c'est le genre de joueur qui est buildé pour la NHL. Ouais. Tout comme son père. Mais je pense qu'il a un meilleur tir overall que son père avait. Plus petit aussi, à 6 pieds. Plus petit, mais il joue physique, mais il va pas aller faire le hit de l'année. Fait que tu sais, il y a une différence entre il va jouer de l'épaule, mais il va pas nécessairement aller. Trouba puis lui, mettons. Ouais, ça des fois ça me gosse un peu quand il arrive pour faire le hit, puis il va comme juste aller mettre l'épaule devant le gars. J'aimerais peut-être qu'il finisse son hit, puis aller chercher la rondelle par après. Mais bref, Tej Higgins là, ça m'étonnerait pas qu'il sorte numéro 5 à Montréal. Non, ça on l'a réussi. Moi non plus, ça m'étonnerait pas parce que... Et je serais pas déçu. Je pense... je préférerais Demidov, mais je serais pas déçu. Je pense... Si, le problème qu'on a pas parlé avec Montréal, c'est si Lindstrom est sorti, si Lindstrom sort, si Demidov sort avant le Canadien, tu fais quoi? Ouais, mais... C'est pas un Silayev? Je pense que le meilleur joueur va rester un défenseur. Joueur disponible, mais Kent Hughes le dit dans une conférence de presse qu'il allait pas prendre un défenseur gaucher. Donc, quand on regarde tout ça, le meilleur défenseur droitier qui resterait, ce serait peut-être un Zane Perek. Zane Perek ou Tej Higgins, selon moi, j'y pense 2 secondes, puis c'est sûr qu'il jouait avec T.I.J. Higgins. Mais ça serait tout de même plate. En fait. Ça serait quoi? Ça serait plate. Parce que Demidov, je serais vraiment content. Non, pour moi, ça me dérangerait pas. Ça dérangerait pas entre Higgins et Demidov. J'adore Demidov. J'adore Caden Lindstrom. Je pense qu'ils vont prendre Lindstrom. Je pense qu'ils vont prendre Demidov avant. Mais tu me dis, les deux, ils sortent, mettons, back-à-back. Demidov à Anaheim, Lindstrom à Columbus. T'es là, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vois avec le sure shot, TJ Gilna. Je suis persuadé que Gilna va jouer dans la LNH et qu'il va être un joueur dominant dans la LNH. Puis mettons que ces deux joueurs sortent avant, parce que je pense que c'est les deux des gros cibles du Canadien. On a entendu Higgins dans la dernière semaine. Est-ce que tu utilises ton choix de 5e ronde pour un échange, si t'es Ken Hughes? Ouais. Est-ce que tu essaies d'aller chercher un Necas à... Non, pas avec mon choix 5. Moi, best case scenario, c'est si je vois Demidov, Lindstrom qui partent 3-4, j'échange mon choix de numéro 5 pour descendre jusqu'à 8, 9, 10 dans ces eaux-là. Puis j'essaie de récupérer un choix de 2e ronde. Puis là, justement, dans les eaux de 7, 8, 9 ou 8, 9, 10 que je viens de dire, je ne m'en rappelle pas, j'essaie d'opter pour un Higgins. Puis si par malchance Higgins n'est pas là, ben tu prends le défenseur qui est droppé. Puis tu viens de te get un... Tu sais, si t'es pas sûr... Parce qu'après, ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est qu'après, il y a comme 3 classes de défenseurs. T'as 4. T'as Lev Artyom, Lev Shufnov qui est tout seul dans sa classe. Ouais. Après, t'as une classe de Bouillum, Dickinson, Parek, Silayev. Après, même si c'est des excellents défenseurs, ça drop. J'écoutais des entrevues de DG, ils l'ont tout dit. Le prochain meilleur qui... Ben, Yakemchuk qui est dans cette trempe-là aussi. Ben, je le mettrais quand même à part. Après, Yakemchuk, ça drop encore plus. Jiricek et Solberg. Mais bref, tu fais quoi? Tu drafts... Si, mettons, on prend en considération que c'est ça son parti, ben, c'est sûr que le Canadien échange, mettons, aux Devils, un 10e choix. Parek est sorti, Bouillum est sorti. S'il recule à 9-10, puis que tu me dis que Higgins est sorti, puis que les 2 autres attaquants qu'on a nommés ils sont sortis, c'est sûr qu'il va y avoir un défenseur qu'on vient de nommer qui va être encore là, puis il short dessus. Puis après ça, oui, le monde va dire on a trop de défenseurs gauchers, mais tu me dis qu'un Yves Brouillard m'a droppé.
Ben, je Mais pense. ça veut pas te dire. Ça se peut qu'ils soient tous pris, ces gars-là, puis qu'ils échangent, mettons, au Devils 10e ou 11e au sort. Ben, rendu là, tu sais quoi? Je pogne Berkeley Catton. Ouais. Parce que c'est ça, des défenseurs, il en reste pas une. Parce que Berkeley Catton est complètement insane. Mais je pense que la façon que le draft, il est. Ben, la façon que. Les espoirs qu'il y a dans ce draft-là, un gars comme Berkeley Catton, on va parler prochainement, il va dropper, même si c'est un gars qui est complètement exceptionnel, parce que les défenseurs, il y en a beaucoup, mais en début de draft, fait que je pense que les équipes vont s'y arracher. Exactement, ouais. Puis ils sont tellement forts. Bref, numéro 9, TJ Ginla, retour à la maison. Le DG est encore fucking ami avec Jérôme. Je vais t'avouer Son que quand best je faisais friend. mon mock draft, j'ai genre juste allé plugger TJ Gilna numéro 9, puis j'ai bâti un peu mon mock draft autour de ça. C'est vrai? C'est juste beaucoup trop gok, là. Ouais. Pour vrai, Mais je pense que ça fait bien. Je pense qu'il... mais il y a beaucoup de monde, pour ceux qui nous écoutent, là, si vous écoutez d'autres mock drafts, puis qu'ils mettent Berkeley Catton numéro 9, c'est vraiment pas un mauvais choix. C'est juste que je vois difficilement comment, en ce moment, tu es en reconstruction, il n'y a plus rien qui va, tout le monde demande des trades de Calgary, puis tu as un gars d'une légende qui joue à Calgary qui est Mais là, il faut disponible, il faut une- que tu le prennes. Il faut une belle histoire à Calgary. Là. Eh oui, t'es rendu Son là. Dieu, là. Puis à l'attaque, c'est pas Connor Zary qui va tout changer. Il y a eu une bonne saison. Pas Matt Coronado non plus. Non. Mais Burley Catton, bro, c'est mis loin. Number 10. Number 10, Devils du New Jersey. Devils du New Jersey. Selon mon hot take l'année passée, il gagnerait la coupe dans l'année qui s'en vient. là. Ah ouais, ça sent rien. Ils viennent aller chercher Jacob Markstrom pour les Jacob aider. Markstrom, ça devrait aider Ça, pour... c'est un winner. ça, c'est un winner. Asti que j'aime pas la trade. Ah, c'est fou. On en Mais je suis reparlera. content, par contre, qu'ils n'avaient pas échangé leur choix de cette année. C'est ça que j'avais peur. C'est sûr qu'elle allait aller chercher un gardien de but. Ils n'ont pas réussi sur Rose, ils n'ont pas réussi Ulmark. Ok, fine. Mais au moins, ils n'ont pas... Ils ont pris celui de l'année passée. L'année prochaine, excuse. Ouais. Ouais, ben, Parce que- j'espère. Tu pouvais pas échanger un 10e cette année pour Markstrom. Ils ne pouvaient Je pas pense échanger. Excuse. Non, bref, moi, initialement, parce qu'on a fait nos picks avant le draft d'hier, initialement, ce que j'avais pensé, ce que j'avais fait comme hot take, c'était Devils allait trader avec Nashville pour Saros et Nashville allait repêcher Beckett Seneki. Puis là, maintenant que tu sais que c'est les Devils qui vont draft là, ben, pratiquement sûr. Beckett Seneki, toujours fier de ton choix. Toujours satisfait. Donc, pour ceux qui sont à l'audio, numéro 10, New Jersey Devils, mon choix est Consta Elenius. Et Lucas Messier, son choix est Beckett Seneki. Veux-tu commencer avec ton Beckett Seneki? qui cadrait. Ben, les Devils ont besoin de rien. Ils ont besoin pratiquement de rien. Ils ont Jack Hughes, Isher, Bratt, Meyer, Mercer, Hamilton, Nemec, Luke Hughes et Seamus Casey maintenant. Bon, Markstrom, on en a parlé, ils l'ont. Donc, si on a besoin, c'est le joueur le plus NHL ready en ce moment. Je pense que Beckett Seneki, c'est un joueur qui est extrêmement brillant, qui peut les aider, qui travaille extrêmement fort, qui va peut-être balancer un peu cet équilibre qu'ils avaient entre talent et grinder à la Tyler Toffoli qu'ils ont perdu. Il y a eu une énorme poussée de croissance dans la dernière année. Il est Énorme. rendu à 6 et 2 quand il était, je pense qu'il était à 5 et 8 ou 5 et 7 même. Bref, il y a encore un peu de muscle à prendre. Mais pour un droitier qui joue à l'aile droite également, il a fini la saison avec 27 buts, 42 passes, 68 points en 64 games. Dans la OHL avec les Oshawa Generals, qui est 13 de plus que l'année passée. Donc ça fait 2 ans qu'il est quand même constant, 13 de plus sur 68 games. C'est pas énorme. Sur 60 games, c'est pas énorme. Mais quand même, la seule chose avec lui, c'est il joue très bien les deux ailes, mais des fois, il essaie d'être un peu trop individuel de ce que je voyais dans les games. Il essaie de faire le gros jeu, il essaie de faire le héros. Cependant, avec le nouveau head coach qui vient d'arriver aux Devils, un certain Sheldon Keefe, c'est quelque chose, on l'a vu à Toronto, qui, malgré un joueur comme Mitch Marner, n'a pas eu lieu tant que ça. Même Mitch Marner faisait des jeux d'équipe à la fin. Je pense qu'il peut être bien encadré pour monter dans la Ligue nationale. Un joueur que j'aime énormément, que j'avais mis plus bas initialement, mais que j'ai remonté. J'aime pas ton choix. J'aime vraiment ton choix même. Je pense qu'en effet, c'est le genre de joueur qui manque
aux Devils du New Jersey, mon équipe, deuxième équipe préférée. Après les. South de Buffalo. Yeah. T'as dit deuxième après les Sabres. Ah, troisième. Mais, par contre, il y a une affaire que je vais mettre au clair. Là. Il y a du monde qui disent que Beckett-Seneki serait le choix du Canadien de Montréal numéro 5. Non. J'aime le fait qu'il ait sa poussée de croissance. J'aime le fait que malgré son physique, pour vrai, il y a top 5 meilleures mains du draft. Là. Seneki, il a des estimes mains. Par contre, il y a aussi un bémol au fait qu'il est rendu 6-2, genre de même en claquant des doigts. C'est que des fois, il est pas le plus solide de ses patins. À 167 livres, 6-2. Là. À 6-2, mettons, on avait Artem qui était 209 livres. Il faut qu'il mette un petit peu de poulet sur sa charpente, mon Beckett. Donc, je l'aime bien, Beckett-Seneki. Pour ma part, je l'aime un petit peu plus loin. Donc, je vais parler de Konsta Helenius, le joueur que je pense que les Devils du New Jersey vont aller chercher. Pourquoi je pense que Konsta Helenius, ça va être le joueur? C'est le genre de joueur que quand tu regardes, tu tripes pas à première vue. Tu vois pas de flash offensif à première vue. Mais c'est, selon moi, un des joueurs les plus intelligents du repêchage 2024. C'est un joueur qui a joué toute l'année à 17 ans, parce que sa fête c'est en mai, donc toute l'année il jouait dans la Liga contre des hommes en Finlande. Il a tout de même réussi à faire 36 points en 51 games, ce qui est énorme dans la Liga, parce qu'il faut dire que c'est une ligue qui est vraiment défensive. C'est le quatrième meilleur, en fait 36 points, c'est le quatrième meilleur nombre de points pour les joueurs de moins de 18 ans, pas pour une recrue. Ah ouais. Pour les joueurs de moins de 18 ans. Tu vois, j'avais pas lu ça, mais pour vrai, 36 points en 51 games, il y en a qui diront bon. c'est pas beaucoup, mais c'est vraiment beaucoup. Il y en a, mini comparaison, là, Oliver Kapanen, qui vient de signer il y a quelques jours un contrat avec le Canadien de Montréal, qui est un joueur de quoi, 21 ans, je pense, rendu là, il a fait 34 points, et certaines le décrivent comme un futur joueur de 3e ou 4e trio à Montréal. Là, le gars, il a joué à 17 ans contre des hommes, et il a 36 points. Konsta Helenius, j'ai vu une comparaison que j'aime beaucoup, c'est un genre de Mikko Koivu. Exactement, ouais. J'ai vu la même. J'ai vu quelques comparaisons que j'aimais pas tant, mais Mikko Koivu, je trouvais que c'est exactement ça. Genre de joueur, il est plus intelligent que les autres personnes. Il joue two-way, mais il fait tout bien. J'ai même vu Braden Point, moi, récemment. Braden Point, je pense qu'il va peut-être être moins offensif. Dominant offensivement, mais j'y crois. Et autre chose que j'ai vraiment aimé, c'est que en série, dans la Liga, il a fait 6 points en 6 games. Donc je pense que souvent, quand tu regardes les stats en série, c'est beaucoup plus éloquent que des stats en saison régulière. Donc c'est un gars qui est capable de se lever contre des joueurs plus gros, plus vieux, plus forts que lui et être... C'est un forechecker. Konsta Helenius, là, c'est un esti de forechecker, puis il va aller chercher à la puck pour les Jack Hughes de ce monde, qui, je l'adore, mais c'est pas lui qui va aller chercher à la puck dans le coin. New Jersey Devils, Konsta Helenius, Beckett-Seneki. Number 11. Les autres chouchous Ali, crime, tes chouchous Ali, eux, c'était quoi de 2026 qui gagnait, eux? Ah, je pense 2026 ou 2027, ça s'en vient. Ça s'en venait aussi. Alright, donc Oli qui est allé avec Carter Yakemchuk et j'y suis allé avec Berkeley Caton. Contre toute attente, de mon côté, je vais vous avouer que j'avais Monsieur Berkeley Caton au numéro 11 avec les Devils hier soir, et par un regain d'énergie, de pensée, je suis allé avec Carter Yakemchuk. Ouais, explique-nous ça. Demande-moi donc pourquoi. Pourquoi, mon Ali? La réponse est simple. Non, mais en fait, pour vrai, sérieusement, Berkeley Caton, je pense que c'est un excellent choix. Je pense qu'il va être très bon. Par contre, le seul truc qui me gossait avec les Sabres de Buffalo, puis c'est une équipe que je regarde quand même assez souvent parce que vous savez que je les aime bien, c'est qu'à la défense, tous leurs jeunes défenseurs sont tous gauchers. Fait que là, ça met... Souvent, ils envoient Dallin ou Power à droite. À court terme, c'est chill. À long terme, je pense pas que c'est la solution. Là, en ce moment, tu as Power gaucher, Dallin gaucher,
Barham, que tu viens d'aller chercher, qui est gaucher aussi. Mathias Samuelsson, que tu as donné une grosse portion d'argent dans ta masse salariale, qui est gaucher aussi. Puis Ryan Johnson, qui est peut-être ton meilleur défenseur, qui n'est pas dans ton line-up actuel, qui est gaucher aussi. Fait que tu as 5 défenseurs gauchers qui peuvent percer l'alignement. Puis à droite, en ce moment, sur le first pairing, tu avais Henry Yokiariou. Et ça me faisait vraiment chier. Connor Clifton, j'aime ce qu'il apporte sur la patinoire, mais il n'est pas supposé être sur un deuxième pairing à droite. Donc Carter Yakemchuk, c'était le meilleur défenseur droitier qui restait. C'est un défenseur qui reste vraiment à polir. Il y a beaucoup de trucs que j'aime bien parce qu'il a scoré fucking 30 buts cette année. C'est lui qui a mené tous les défenseurs dans la WHL. Je pense que c'est un record, si je ne me trompe pas. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Je sais pas si c'est un record. Je sais que c'est dans le top là, pour 30 buts. Cette année, c'est lui qui en a le plus. Je sais pas si c'est un record. Là. Pensez à un défenseur droitier qui est un mélange entre physique et skills. C'est Carter Yakemchuk. Avec physique. Un excellent tir. Mais ce que j'aime pas de lui, et au début, c'était pour ça que je le mettais plus loin dans le draft. Je pense que j'y allais avec plus 14 ou 15. Mais je pense que bien encadré, il va être capable de remédier à la situation. C'est qu'il prend énormément de pénalités. Et que plusieurs de ces pénalités-là, c'est des pénalités niaiseuses, des pénalités qui ne servent à rien. Je pense qu'il y a 120 minutes de pénalité et plus dans une soixantaine de games. Fait que ça veut dire... En 60 games. En 60 games, minutes, ça veut dire pratiquement une pénalité par game. Ah ouais. Ça veut dire une pénalité par game. 2 minutes de pénalité par game, ce qui est complètement énorme. Ce qui est énorme. Fait que ça, c'est vraiment le gros bémol de son côté. Crampe au cerveau des fois. Moi, je l'aimais. Ça aurait été un de mes chouchous. Je l'aimais, je l'adorais. Mais plus je lisais, malheureusement, moins j'étais un grand fan de lui. Je pense qu'avec Lindy Ruff à Buffalo, ça peut bien fonctionner. Je suis d'accord avec ton pick. Mais les pénalités, je pense que ça va jouer pour beaucoup. Écoute, il est vraiment plus vieux que les autres joueurs. Fait que je pensais que cette année, il allait peut-être prendre un peu de maturité, moins de pénalités. Il était à quelques semaines seulement d'être admissible pour le repêchage de l'année passée. Donc, j'aurais aimé ça peut-être voir. Ouais, ok, si j'avais pas vu ça. Vraiment quelques semaines. C'est vrai que quand même, c'est un point négatif, un peu. Là. Ouais, fait que ça, j'ai vraiment aimé. Puis, un aspect qui a été tourné aussi, c'est qu'à Skiparo au Combine, ses entrevues, ça a vraiment pas bien été. Okay. Il était pas confiant, il y avait pas une... Physique ou... Non, les entrevues. Là. Okay, ouais. Ça a pas bien été, mettons, comment il parlait avec les DG, comment il s'exprimait, la confiance en lui, beaucoup. Je sentais qu'il y a nécessairement peut-être que c'était pas sa passion, entre guillemets, le hockey carrément. C'est vraiment des informations privilégiées, toi. Hein? Ah, t'inquiète. Là. Fait que pour un gars qui était mon chouchou, je te l'avais dit, je pense, là, un mois que je l'aimais bien. Berkeley? Non, il y a Yakemchuk, excuse. Non, je l'aimais tout, mais je pense que je vais le faire glisser un peu. Je pense que ça peut être un... Il est dans ce 3e range de défenseurs dans le draft présentement. Mais c'est ça. Bon, il a été le défenseur qui a mené tous les défenseurs avec les buts. Tu peux pas y enlever. C'est un excellent défenseur. Je pense qu'à droite, à Buffalo, malheureusement, il s'arrange bien avec les moyens du bord. Power joue à droite. Dallin joue à droite. Puis, on les... Avant que tu partes en délire sur Berkeley Catton puis que tu fasses ton devoir. Yes, mon homme. La seule affaire que je voulais dire, c'est que dans les 5 derniers drafts à Buffalo, je dirais ronde 1 à 2, les joueurs qui sont sortis côté offensif, Dylan Cousins, JJ Peterka, Jack Quinn, Isaac Rosen, Jiri Kulich, Noah Oslund, Mathieu Savoie, Zach Benson et Anton Wahlberg. C'est tous des gars que selon moi, ils vont jouer dans l'alignement d'ici l'année prochaine à 2 ans, inclusivement dans le top 9. J'irais même à dire... Hot take. Pour les derniers que tu as nommés, top 9, hot take. Anton Wahlberg, c'est celui qui est peut-être le plus sa limite. Mathieu Savoie, ça serait peut-être un gars qui va être échangé pour aller chercher justement un défenseur droitier. Peut-être, je lance ça dans l'horizon, là. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense vraiment, puis c'est pour ça que j'ai changé mon choix dernière minute, qu'ils vont y aller pour un défenseur. Mais maintenant, je te laisse faire ton plaidoyer sur Berkeley. C'est une bonne petite affaire. Oui, ils ont eu énormément de joueurs offensifs, mais tu regardes les 2 défenseurs en ce moment qui mènent l'attaque. Ils ont un top 3 qui est insane avec tous des choix de première ronde du top 10 avec Power, Dallin et Barham aussi. J'aime ça. Fait qu'ils vont y aller pour un gardien de but. Ah, adresse ça. Ils vont aller pour... sont-tu pas cette année, gardien de but, hein? Ah, ça, j'en ai pas parlé dans l'intro, mais... Hey, boy. J'en ai pas vu avant, je pense, 25. C'est pas l'année des gardiens de but, on vous le dira.
Fait que c'est ça. Je pense que Berkeley Catton, qui est l'ancien premier pick en 2021 de la WHL, qui est un joueur offensif, un gars qui a des mains, comme on dit en bon québécois, il patine rapidement. Il a il a un excellent hockey IQ qui lui sert en ce moment. Il est bon dans les face-offs. Dans le combine aussi, ça donne que ces deux joueurs back-à-back, que les réponses du combine ont sorti un peu. Il était très précis. Il savait ce qu'il avait à améliorer. Il savait les réponses de ce qu'il disait. Il y en a qui disaient même qu'il y a eu des réflexions très intéressantes. Il disait il demandait, mettons, pourquoi, quand il a rencontré justement le recruteur de Nashville, pourquoi Philip Forsberg est rendu aussi bon que ça, malgré qu'il soit parti aussi lent dans sa carrière. Pour nous, c'est peut-être des questions normales, mais pour un jeune de 17-18 ans, ce qui paraît, ça arrive pas souvent, fait que les gars étaient impressionnés. Un gars qui est capable d'analyser la game, c'est quand même bon signe. C'est parce qu'il a écouté du hockey. C'est très bon signe. En ce moment, ce que je trouve vraiment impressionnant avec Catton aussi, c'est sa progression qu'il a eue. Cette année, il a fini avec 116 points en 68 games. Dont 54 buts et 62 passes. Fait quasiment un but, une passe. Presque 2 points par match. Là. Presque 2 points par match. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il y a 55 points de plus que l'année passée. 55 de plus que l'année passée. Il a quasiment doublé sa production. Et encore plus impressionnant que ça, parce que je pense vraiment que c'est le meilleur joueur disponible. Puis je suis en train de me demander si j'aurais pas dû mettre lui avant Seneki pour les Devils. Je pense que la trade de Marshall m'a fuck up, mais je pense que je vais rechanger ça. Bref, l'année passée avec les Chiefs de Spokane, il y avait 4 joueurs de plus de 35 points. Lui, il en a 116. 35 points. C'est comme si tu mets McDavid avec le Canadien. Donc, on peut dire qu'il n'a pas fait ses points parce qu'il y avait des bons partenaires de trio. Il n'a pas eu sur un plateau d'argent ses points. Là. Comme certains... Des fois, il y a certains espoirs qui ont des saisons de 18 ans de débiles, mais c'est parce qu'ils jouent avec des gars comme McDavid. Ben, c'est Celebrini à BU. Il y avait quand même une bonne équipe, pareil. C'est sûr. Mais il est bon quand même. Fait que, 12e rang. Parce que... ouais. Mais Berkeley Catton, avec 1,71 points par match, c'est le 3e joueur de tous les temps, après fucking Connor Bedard et Sam Reinhart. Ce qui le met devant un gars comme Ryan Nugget-Hopkins, un gars comme Leon Draisaitl. Donc, pour tous ceux qui ont un bémol sur son 5 et 11, 170 livres. Non, ça c'est fini. Je pense pas que ce gars-là peut être caractérisé comme petit joueur. Man, c'est le seul prospect dans CHL à avoir 50 buts et 115 points depuis les années 2000, à part Sidney Crosby, Patrick Kane, Connor Bedard. Fait que tu scores, tu fais des passes. Bref, ces stats-là, tu peux les modifier. Le seul joueur qui a fait un hat-trick un mercredi 20 janvier quand il pleuvait. Mais quand même... Mais il faut qu'il travaille sur son jeu défensif. Comme plusieurs joueurs dans le draft. Parlant de jeu défensif. Bon! Là, t'as bâché mon joueur, est-ce que tu vantes-le, là? Maintenant, je vais vanter Berkeley Catton. Non, mais... En fait, Berkeley Catton, ici, c'est numéro 12, Philadelphia Flyers, pour ceux qui sont en audio. Pourquoi que je le mets ici? Je pense juste que Michkov, Catton, ensemble, ça pourrait être exceptionnel. Ouais, je suis d'accord, mais je pense qu'il va être parti avant ça. C'est la seule affaire. Pour vrai, ça m'étonnerait pas du tout qu'il soit parti avant ça. Je pense qu'un gars que je vais parler plus tard, comme un Seneki, que j'ai pas encore nommé, ou bien même un Eisenman, pourrait aussi être des très bons choix à Philadelphie. Je pense que Philadelphie, ils ont tellement rien qu'ils vont juste, encore une fois, prendre les restants, prendre le meilleur joueur disponible. Mais je pense vraiment qu'ils vont y aller avec un attaquant. Fait que, tu sais, anyway, rendu à ce stade-là, côté défenseur, il reste peut-être Steen Solberg et Jiricek. Yakemchuk. Ah, de ton côté. Ah ouais, de ton côté, ouais, excuse. Selon moi, Yakemchuk serait parti à Buffalo. Mais Berkeley Catton, je veux pas parler indéfiniment de lui. Je pense que tu l'as très bien décrit. Mais juste, c'est ça. Moi, ce qui me gosse, c'est... je suis peut-être encore un peu dans le néant sur son jeu sans la rondelle et son jeu dans sa zone. Mais je pense qu'encadré dans la LNH, c'est vraiment pas le pire. Je veux pas... On voit Cole Caulfield pendant 82 games, puis ça ne tape pas trop ses nerfs parce qu'il est capable de la mettre dedans. Fait que je vois pas pourquoi que Berkeley Catton, ça me créerait un certain stress dans sa zone. On en a parlé pour la part de Carter Yakemchuk, un défenseur qui est quand même imposant à CC3, qui est droitier, qui a le plus de buts.
Mais une des raisons pourquoi je le vois tellement bien à Philadelphie aussi, son style de jeu physique. Les Flyers qui commencent à retrouver ça grâce à John Tortorella. Sans joke, je pense que oui, ok, ils sont allés chercher des Jamie Drysdale, ils ont un Cam York, mais ils ont fuck all. Ils ont fuck all nulle part. Nulle part. Je pense que Berkeley Catton, c'est un excellent choix, mais je pense qu'il va être parti avant ça. Même moi, en ce moment, je rejoue mon draft, je pense qu'il va être parti bien avant ça. Mais pour moi, Yakemchuk à droite en plus, ça va être une option très intéressante pour leur powerplay qui est pourri. Mais la seule affaire qui me fait rire, c'est pense à Carter Yakemchuk, puis tu l'as vu jouer, ses penalty niaiseuses. John Tortorella va être en beau fusil sur le banc, mon gars. Ben c'est ça. Mettons, tu enlèves ça. Toi, ce que tu disais, que t'aimais pas, mettons, c'est ça, c'est pénalité, mais imagine, il est capable de régler ça, de prendre un rôle. Ouais, ça serait incroyable. Ouais, non, c'est vrai. Ça peut être dans les deux sens. Je pense qu'il y a le parfait entraîneur pour être en tabarnak, mais il y a le parfait entraîneur pour régler la situation. Numéro 13, Number 13. Wild de Minnesota. Quelle saison décevante en passant. Merci à Philippe Gustafsson. Bref, numéro 13, le Wild. Oli qui a pris Beckett, Seneki. Et pour ma part, Constant Elenius, on a switché nos picks. Un throwback du numéro 10, mais switché. Je te laisse commencer avec un certain Constant Elenius que j'ai énormément vanté tantôt. Ouais, pourquoi crois-tu que... Sucé pas mal, le gars. Ouais, je l'adore. Il est excellent. Je pense que le Wild qui a eu énormément de bons picks dans les dernières années, sauf il y a 4-5 ans, quand ils ont repêché Matthew Boldy et Marco Rossi. Elenius qui va très bien cadrer dans l'alignement, je crois. T'en as parlé, qui est très smart, qui ressemble à un Braden Point ou même un Mikko Koivu. Je pense que c'est le meilleur joueur disponible également à cette position, à ce moment-ci. Puis si on regarde les prospects qu'ils ont dans le pipeline, comme qu'on dit, pipeline, il n'y a pas tant de centres qui sont prometteurs à part justement un certain Marco Rossi qui, cette année, aurait dû prendre, je pense, un step de plus. Yes. Mais pour Rossi, 100%. J'aime vraiment ton choix. En plus, je pense que ça fait vraiment du sens s'il est toujours là, qu'il saute dessus parce qu'il y a vraiment c'est encore 13, un lien entre les Finlandais et l'équipe du Minnesota, 100%. Yep. Mon côté, en fait, pas compliqué. Je ne vais pas m'éterniser. Beckett Seneki, je pense juste qu'en ce moment, avec les choix que j'ai faits, c'est le meilleur joueur qui est disponible. Seneki, à pleine maturité, je pense qu'il y a un certain Matt Boldy en lui. Matt Boldy qui joue au Minnesota. Des deux côtés de l'aile, Boldy et Seneki, dans un 2, 3, 4 ans, je pense que ça pourrait faire des ravages. Pas plus compliqué. C'est le meilleur joueur, selon moi, qui est disponible. Puis je pense que Minnesota, attaquant, défense, ont un petit peu besoin de tout. Voilà pourquoi que j'ai pris Beckett Seneki. Number 14. That's where it gets interesting. Les Sharks. Sharks, deuxième choix de la première ronde après avoir sauté sur McLean Celebrini. Ils ont un autre choix, numéro 14. Hot take. Hot take. Moi et Ali, on a choisi Cole Eiserman. Les deux. Qui, on le rappelle, était un... Numéro 2. Numéro 2, presque numéro 1 pour certains experts, il n'y a pas plus tard qu'un an. Là. Ah ouais, le monde disait sérieusement, Celebrini, Demidov, Eiserman, mettez-les dans l'ordre que vous voulez, mais ça va être le top 3. Ouais. Un an plus tard. Eiserman, qui est toujours un excellent marqueur, mais malheureusement, n'a rien développé d'autre. C'est le joueur qui a potentiellement le tir le plus 100%. Foudroyant du draft cette année, mais on en parle souvent des joueurs qui ont un atout qui est excellent, mais c'est son seul. C'est pas une métaphore, c'est pas une comparaison, c'est son seul atout. Il a juste sa shot. Il y a des red flags en défensive, en offensive quand il n'y a pas à pas qui s'est pas se placer. Puis, il est pas assez complet, je pense, pour justifier. Je pense qu'il a fait peur à beaucoup d'experts. Il est pas assez à plusieurs DG, en fait. Là. C'est pas des experts. Là. Fait qu'il a fait peur à beaucoup de DG cette année, malgré une bonne saison. Il vient de fracasser le record de Cole Caulfield en termes de buts sur 2 saisons. De 1, que tu me dis tantôt. Ouais, de 1 but, mais quand même, c'est maintenant lui qui détient le record de buts dans le de tous les US temps. National Program avant Cole Caulfield. C'est... Pour vrai, la stat, c'est fucking impressionnant. C'est vraiment impressionnant, puis c'est juste ça, là. J'ai juste peur que le monde, ça soit comme une vague de on descend Eiserman, on descend Eiserman. Ouais. Craig Button, je pense que c'est lui qui l'a encore dans son top 5. Mais Craig Button, je trouve qu'il dort en esti, par exemple. C'est qu'il a fait. Ça me fait encore plus peur. Je suis pas d'accord qu'il soit encore dans son top 5, mais je pense qu'au moins. Top 5 Ouais, 100%.
Ah ouais. Il y a aucune Si chance. c'est pas 4, là. Mais au moins, il n'a pas suivi la vague. Parce que niveau shot, il est shot NHL, là. Il est 100%. Il est meilleur que la moyenne de la NHL. Demain matin, il pourrait compter 30 buts dans la NHL, puis dire aux 13 gars avant lui qui ont été repêchés selon notre mock draft que c'est des incompétents, puis il est capable de scorer dans la NHL. Ben, avec son but, oui. Mais s'il score 30 buts, Mais il l'affaire, a c'est. bien d'autres affaires. C'est ça. Son patin n'est pas exceptionnel. Son IQ, il est loin d'être exceptionnel. Tu sais, quand t'as. J'ai pas la stat devant moi, mais quand t'as genre 25 buts, 8 passes. Il a 25 buts, 9 passes en 24 games. Bon, tu vois. Déjà là, c'est pas beaucoup de games en plus. Là. C'est pas beaucoup de games, mais comme. Avoir autant de buts puis peu de passes, des fois, c'est juste ça. C'est peut-être red flag. Ouais. Parce que tu vois pas tes coéquipiers, tu remarques pas où est-ce qu'ils sont, etc. Cole Eiserman, pourquoi que j'ai opté pour ce joueur-là à San Jose? Personnellement, je pense que il devrait prendre un défenseur à ce rang-là. Ouais. Parce qu'ils ont pogné Macklin, c'est le but numéro 1. Ils ont Si Will Hakim- Smith. Ouais. Si Yakemchuk est encore disponible, ils vont sauter sur Yakemchuk. Est-ce qu'ils prennent peut-être un Yerichek ou un Stillberg, je sais pas comment dire son nom, là, désolé. Ça m'étonnerait pas du tout. Mais pourquoi que j'ai pris Eiserman? Je pense juste que t'as un Macklin Celebrini qui est tellement bon dans les deux sens de la patinoire. Cole Eiserman, il a juste besoin d'un Macklin Celebrini. C'est tout ce qu'il a besoin, c'est ça. Puis ça demeure que, comme tu dis, il a battu tous les records. Donc, c'est quand même pas un mauvais choix. Et il y a un vieux cliché qui dit quand tu as 2 choix de première ronde, ton deuxième, tu peux essayer d'y aller long shot. C'est ça. Mais si Eiserman est encore là au 14e rang, il y a beaucoup de talent dans le draft, mais Ouais. quand même. Ouais. Là, ce qui est intéressant avec Cole Eiserman, c'est que l'année prochaine, là, il était dans le US National Program. L'année prochaine, il s'en va à Boston University. Où on le sait qu'ils ont produit des excellents prospects des dernières années, dont le plus récent Macklin Celebrini. Ça me rassure pour lui. Là. C'est ça. Fait que si les Sharks le repêchent, Celebrini, qui va avoir passé par là l'année d'avant, ça va être intéressant aussi. 100%. Will Smith, qui était à Boston College aussi, qui jouait dans la même ligue, qui est avec les Sharks aussi. Je pense qu'il y a plusieurs peut-être repères qui vont se créer. Je sais pas, une belle petite ambiance. Ce que j'ai entendu, par exemple, oui, monsieur. Négatif? Non, fucking positif pour le fan du Canadien en moi pis toi. Oh! Ouais, c'est que récemment, Jeff Gorton et Ken Hughes sont fucking intéressés par Cole Eiserman. Il y a 2 affaires. Soit ça me fait peur qu'il le repêche 5e. Si c'est 5, ça me fait peur. Genre, je capte. Pour vrai, je change de franchise. Je le dis Si tout de suite. il trade up. Si il le repêche. Non, mais moi, je pense que. 26? Ouais, je pense que c'est le choix de 26. Parce que le Canadien a un choix de 20e rang cette année. Hot take. Mais je crois que ce pic-là va être utilisé. Je peux pas croire qu'on repêchera un autre Philippe Méchard. Mais je peux pas croire que Cole Eiserman va être encore là, par contre. Non, pas au 26. Je veux dire, ils vont se départir de leur choix de 26. C'est sûr qu'ils peuvent au 26, ouais, pour trade up, pour Eiserman. Pour trade up, ou, dans le meilleur des cas, on a parlé rapidement, on va en parler dans un autre podcast, ça va être Martin Necas. Mais, bref, ils ont énormément apprécié Cole Eiserman. Ils l'ont rencontré à plusieurs reprises même. On ose me dire. Fait que je pense que peut-être que Kent ou Hughes est en train de préparer quelque chose. Pour eux, si on l'a dans un choix qui est en haut de numéro 10, puis que ça nous coûte un 26 puis un Jordan Harris. Ah, let's go. Demain matin. Double Cole en offensive. Double Cole. Les deux qui vont être numéro 1, numéro 2. 0, juste une shot. Plus de buts. Bref, Cole Eiserman a descendu énormément. Je pense que sa chute va baisser. Elle va s'arrêter au 14e rang. Aux Sharks de San Jose et Lucas également. Ouais, je l'espère. Je l'espère. Numéro 15, c'est les Red Wings de Détroit qui vont repêcher au 15e rang, qui ont failli faire les séries amateurs. Ça, c'est pas fait finalement. Toujours intéressant, les Red Wings, quand ils repêchent Eiserman, qui est tellement imprévisible. Mais quand on commence à déceler une tendance, cette année, moi, Pioli, encore une fois par hasard, on a mis Brenseg Nygaard comme choix choisi par Stevie Y. Explique-nous ton choix, Ali. Pour vrai, je sais pas pourquoi, mais je trouvais que Michael Branson Nygaard, ça faisait juste un parfait équilibre à Détroit. Je le vois vraiment là-bas. Je pense que Détroit, ils sont tannés de tank, puis que là, ils sont ready de passer à un autre niveau. Puis Branson Nygaard, même si c'est un gars qui va se faire drafter d'autour de entre 10 et 20, je dirais, il est, selon moi, presque NHL ready. Tu
sais, il n'y a pas beaucoup de bémol dans son jeu. C'est un gars qu'on a vu au championnat du monde de moins de 20 ans et que j'ai adoré. C'est lui qui a aidé la Norvège d'ailleurs à se rendre aussi loin que ça. Là. Contre le Canada, il était complètement débile. Ouais. Pour vrai, je pense que je dirais que c'est ma première étoile de ce championnat du monde-là. Donc, puis après Celebrini, je dirais que c'est le gars qui est le meilleur two-way forward du draft. Ouais. C'est ça qui est un des attaquants les plus complets. Ce serait le premier Norvégien à être repêché first round dans l'histoire de la Ligue. Ah ouais. Ça serait quand même... Bref, on encore. C'est qui? C'est Matt Ducarlo, il n'est pas norvégien? Ducarlo, non. Bref. Mais, à 6 pieds 1, 207 livres, c'est un gros gaillard. Un gros attaquant. Sérieux, qui est, comme tu dis, complet. Qui a fini avec 34 points en 24 games l'année passée. Et là, avec autant d'éloges à son égard, vous allez écrire dans le chat, mais pourquoi le classer si loin s'il est NHL ready? Je vais vous répondre la simple et bonne réponse que, en fait, son ceiling, qu'on appelle son plafond, est peut-être pas un gars de première ligne. Ouais. Moi, je le vois plus comme un gars de deuxième ligne, voire même un gars de troisième ligne, mais un sure shot. Est-ce que Branson Nygaard, est-ce qu'il y a des chances qu'il ne fasse pas la LNH? Moi, je pense pas. Je pense que c'est sûr qu'il va faire la LNH, mais il va peut-être finir, il va peut-être passer la majorité de sa carrière dans un milieu de top 6. Exact. 100%. 1, 2, 3. Les comparaisons que moi j'ai vues, c'était beaucoup comme Ryan O'Reilly ou un Zach Hyman. Ouais. Pas cette année. Ouais, pas cette année. Moins bon que cette année. Ouais. En ce moment, il joue dans la 2e ligue de Suède. Fait que c'est sûr que ses stats sont pas excellentes déjà. C'est sûr que là, on est rendu au 15e rang. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de 15e rang qui sont des numéros 1 dans une équipe de hockey. Là. Fait que c'est sûr qu'à chaque année, c'est un long shot, mais on pense que pour les Red Wings, ça peut être un choix intéressant. Quoique Steve Yzerman, on l'a dit, nous surprend chaque année. Il va probablement pas prendre lui parce qu'il va nous arriver avec un gars par rapport. Parce qu'il va avoir vu notre podcast, il va dire eux ils ont pensé que c'est lui, on prendrait pas lui. Mais sérieux, ça peut être un choix intéressant. Ouais, out of the blue à la Moritz Seider. Puis c'est le genre de gars qui ça m'étonnerait pas non plus si sur une liste d'une équipe exemple qui repêche 9e puis que leurs 9 premiers joueurs sur leur liste à eux, cette équipe-là, sont pris, qui saute sur un Branson Nygaard, tant qu'il a lancé un d'or un peu n'importe où, ce gars-là, t'es sûr qu'il... Ouais. Un sure shot. Numéro 16 est notre dernier choix pour ce mock draft. Pour ma part, j'ai pris Liam Greentree et Lucas a pris Adam Jiricek. Jiricek, ça m'a même surpris que tu n'avais pas pris Jiricek dans ton top 16. Oui, il y a énormément de défenseurs, mais les Jiricek, on sait qu'ils les aiment. Après David Jiricek à Columbus, Adam, son jeune frère, qui se fait repêcher cette année. Je vais te laisser en parler, mais en gros, Adam a été blessé cette année, donc... c'est ça. Ça a été ça le problème. Il a manqué toute la saison. Pas une blessure aussi grave que dans un dos. Ça a été son genou droit, qui est quand même extrêmement grave. Mais 2 très bonnes saisons qu'il avait connues avant ça. Il jouait pro à 16 ans. Puis il avait des stats qui étaient carrés pour un gars de 16 ans. C'est un gars qui est confiant, qui est compétitif, qui est intelligent avec la rondelle, qui a une bonne relance également de ce qu'on disait. Puis en Tchécoslovaquie, thank you brother. Encore un défenseur qui est droitier, qui, je pense pour les Blues, qui ont, man, fuck all. Je comprends pas qu'il se soit rendu aussi proche de faire les playoffs cette année d'ailleurs. Il y a un an, là, Adam Jiricek, on classait premier défenseur. Ouais. On classait premier défenseur avant les Levchnov, les Silayev, les Bouillum de ce monde. Sans qu'il se blesse, là. C'est ça l'affaire, c'est que ça change toute sa blessure. Fait que, en ce moment, tu compares un gars qui a joué combien de games? 19 avec des gars qui ont joué toute l'entièreté d'une saison. C'est extrêmement dur à... Oh, désolé. Oh. Monsieur Techno est back. Patrick Marleau égale le record de Scotty, de Mark Howe. OK. Pour mon choix, Liam Greentree. Peu de monde le mettre dans le top 16. Ton hot take? Hot take pick. Hot take pick pour Tilly.
Liam Greentree, moi, pour vrai, je l'adore. 6 pieds 2, 207 livres. C'est un power forward. J'ai 215, moi. 215, ok, moi j'ai 207. 215, c'est immense. Diathlétique. C'est plus gros que moi, 215. 207 aussi. Un power forward, pour vrai, il est top 5 power forward de ce draft-là, selon moi. Et un fait marquant que moi, je trouve personnellement, là, c'est que, tu sais, à cet âge-là, on l'a dit tantôt, mais avec qui tu joues, ça change tellement. Puis là, il jouait dans un Spitfire de Windsor qui était push à chier. Ouais. Et il y avait fuck all dans son équipe. Fuck all. Greentree, il a fini avec 90 points. C'est pratiquement 25 ou 30 points de son joueur de centre qui joue avec lui. Lui, c'est un ailier gauche. Donc, je pense que ça veut vraiment en dire beaucoup. Il était déjà capitaine à son jeune âge. Et Sportsnet le décrit comme, entre guillemets, je vais les quoter, le joueur parfait de l'association West de la LNH. Donc, Saint-Louis Blues, association West, joueur parfait, hot take ou peut-être pas tant que ça. Ryan O'Reilly style. Bref, Liam Greentree, Alain Mirichek. C'est ce qui conclut notre top 16. Ça a tellement été long. Je pense qu'on aurait pu en parler bien plus longtemps que ça. Petite question par exemple, je sais que t'en avais, que ça te brûlait la langue. Question pour terminer ce podcast-là. En fait, je voulais savoir 2 questions, mon Lucas. Number 1, quel est ton chouchou qu'on a aujourd'hui pas parlé dans le mock draft? On s'appelle qu'un mock draft, c'est pas une liste. Donc, as-tu un gars dans ta liste que toi t'aimes vraiment, mais qu'aujourd'hui on a malheureusement pas eu la chance de parler? Bonne question. Non. Non, c'est ça. Il y en a plusieurs que je trouvais super intéressants, que j'aimais. Je pense que le premier, sans aucun doute, Michael Hage. Qui a eu énormément d'adversité, qui est un excellent joueur de hockey. Je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'il sorte dans le top 16. J'écoutais j'écoutais les commentaires de ses entrevues. C'était des entrevues qui étaient fucking émotives. Il a perdu du monde qui était très proche de lui. Il a perdu son père, je pense, juste avant l'année, pendant l'année. L'année passée. Son père était rough avec lui. Bref, un accident de pool party, whatever. Soyez prudent. Ouais. Il a jamais lâché. Il a connu une bonne saison aussi cette année. Je pense que c'est un joueur qui peut aider un nombre d'équipes quand même assez incroyable. Genre, il est complet aussi malgré la saison qu'il a connue. C'est pas tout le monde qui aurait été capable de faire ça à un jeune âge, de même perdre son père qui est la personne, mettons, qui l'aidait dans le hockey. Fait que pour moi, Michael Hage, je lui lève mon chapeau. Sinon, j'en ai d'autres que j'ai bien aimé. Emery, que je vois très bien. A.J. Emery. Repêché, qui a tout cassé au combine. Qui est... Côté force physique. Côté force. Le seul problème qu'on lui reproche, c'est pas un joueur de hockey, c'est un athlète. Un peu comme un Jaden Struble il y a quelques années. C'est le Canadien qui est arrivé avec un long shot. Il est sorti... On va pogner Jaden Struble parce qu'il avait tout cassé, bench press, etc. Finalement, c'était-tu un joueur de hockey? Ben, je l'adore, Struble, mais... Tu l'adores. Ouais, c'est vrai que... Non, mais je l'aime bien, Struble. Il est fucking bien joué. Mais je pense que c'est une belle comparaison entre les deux. Puis, j'en avais un dernier que j'aime bien, mais je te laisse le dire parce que je sais que toi, tu l'aimais encore plus. Est-ce que ça serait un autre Cole? Un autre Cole! Le troisième Cole à soir. Cole fucking Baudouin, man. Il y a un autre Québécois, mais c'est pas un Québécois, Baudouin. Cole Baudouin, s'il est disponible au rang 26 et que le Canadien, malgré le fait que ça m'étonnerait tout comme toi, qui garde ce choix-là, si Cole Baudouin est disponible, je sauterais sur un gars comme ça. C'est pas un gars qui va être énormément offensif. C'est pas un gars qui va être un premier trio, ni un deuxième, voire même peut-être pas un troisième trio, mais c'est un moteur sur une patinoire. C'est un forechecker exceptionnel. Wow! J'adore Cole Baudouin. Il adore Cole Baudouin. Non, pour vrai, Cole Baudouin, je pense qu'il est vraiment underrated. La seule affaire, c'est que c'est ça. Il est pas fou offensivement. Déjà dans la ligue qui joue présentement. Donc, est-ce qu'il va être offensif dans la LNH? Non. Mais, je l'ai dit souvent ce soir, là, mais sure shot, je pense que ça décrit bien Cole Baudouin. Je l'adore. Je vais dire aussi un Québécois qui jouait pas ici au Québec, mais Sacha Boisvert. Sacha Boisvert. Quelle saison, man! Pour vrai, moi, ce gars-là, là, je le vois se faire repêcher autour du 20e rang dans les eaux d'une équipe comme les Islanders. J'ai l'impression qu'il va se ramasser à Vegas. Washington. Vegas pourrait être aussi. Genre 22e. Là. Je sais que Vegas aime beaucoup aussi un autre gars qu'on va nommer tant qu'à être là-dedans, mais Jet Luchenko, qui est peut-être le joueur le plus rapide en ligne droite du draft. Exceptionnellement rapide, Jet Luchenko.
Donc, voici quelques noms à retenir pour le prochain repêchage de la LNH. Et je pense que tu voulais avoir un petit mot sur Koivu. Non, Chouchou Longshot. Ouais, c'est qui ton chouchou cette année, lui? Toi, c'est Koivu. À tous, Koivu, le fils de Saku Koivu, est disponible au repêchage cette année. Donc, si vous nous écoutez et vous possédez une franchise de la Ligue nationale, s'il vous plaît, repêchez-le pour nous. Autre chose, moi-même et Lucas sommes disponibles pour ce repêchage. Donc, si jamais vous voulez nous repêcher, nous sommes disponibles. N'hésitez pas. Merci et bonne soirée, s'il vous plaît. Attends, t'avais une autre question. Ben, ça sera pour une autre fois. Ça a vu? Non. On se revoit! Ciao, thank you very much. Likez, abonnez-vous, on vous aime, love you. Merci Ciao, beaucoup. On se revoit dans 6 mois pour le prochain podcast.